Oui, bonjour à tous. Donc, nous sommes en direct avec Kevin Perrin. Bonjour Kevin. Je te remercie d'avoir accepté donc mon invitation à ce sommet Apiculture et Conscience. Et donc, j'avais à cœur de partager ton expérience. Et je fais un petit réglage. Voilà, juste là. Et donc, avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et puis nous parler un petit peu succinctement de qui tu es et quelles sont les grandes étapes de ton parcours professionnel jusqu'à maintenant? Alors, je m'appelle donc Kevin, j'ai 39 ans et j'ai passé une vingtaine d'années en fait à côté des abeilles. Je me suis inscrit dans cette démarche de devenir apiculteur à 19 ans. Donc j'ai choisi ce métier parce que j'avais cet amour déjà bien présent pour les abeilles et pour moi il fallait trouver une place dans cette société et donc j'ai choisi le voile de l'apiculteur comme identité. Donc j'ai fait passer un BPRA. À la suite de ça, je me suis enrichi de pas mal d'expériences chez différents apiculteurs en France. Je suis parti à l'étranger en tant que formateur dans des communautés indiennes et des MST, des mouvements décentaires au Brésil. À la suite de ça, j'ai été chef d'équipe dans une exploitation canadienne, dans le Manitoba. Une assez grosse exploitation avec des gros tonnages de miel, 96 tonnes à l'année, dans un univers un peu de grande culture. À la suite de ça, j'ai été technicien à l'ADAPRO, où on s'est rencontrés, Vincent et moi. J'étais aussi à l'ADAM, donc l'Association de développement de l'apiculture au Midi-Pyrénées, sur différentes questions techniques d'accompagnement en élevage de rennes, en sélection, en expérimentation, en audit d'intoxication, donc des questions assez techniques finalement. Et à la suite de ça, j'ai été aussi formateur en charge, en responsabilité de ruche d'un lycée en apiculture, en lien avec les BPROA en apiculture. Et à la suite de toutes ces expériences, après une dizaine d'années, je me suis senti légitime et en capacité en fait de m'installer. Je voulais vraiment m'enrichir de toutes ces visions d'apiculteurs et d'apicultrices que j'ai pu rencontrer, qui avaient vraiment un rapport propre à l'abeille pour finalement déployer ma propre interaction avec les abeilles, mon propre lien aux abeilles. Donc je me suis installé. Pardon ? Et tu es installé à quel endroit en ce moment? Alors en ce moment, je suis en Ariège. Donc en 2015, je me suis installé. J'ai commencé avec 50 ruches pour après quelques années, 3 années, arriver jusqu'à presque 1000 ruches sur différents volets, donc production de miel. Donc j'étais en bio, je me suis installé directement en bio. Production de miel, production de rennes, essaims, propolis, voilà, jusqu'à 12 miels différents en transhumance et en bio. Et voilà, pour résumer un peu ce parcours, et à la suite de ça, à la suite de 5 années, 5 années sur ce cheminement, on va dire assez ascétique, dévoué, on va dire en dévotion vraiment par rapport à l'abeille et à l'apiculture, plus à l'apiculture qu'à l'abeille finalement. Je me suis remis en question, parce que là en fait ça amorçait un chemin pour moi de guérison dans ce lien à l'abeille et de projection. Donc là je me suis remis en question par rapport à mes pratiques et je me suis regardé en face d'un miroir par rapport à l'habit que je portais d'apiculteur, que je ne mettais presque plus finalement, pour me mettre vraiment plus à nu et aller observer un peu mes zones d'incohérence et d'ombre. À la suite de ça, j'ai commencé à déconstruire tous mes savoirs, toutes les croyances inhérentes à ce que l'on sait de l'abeille et aux projections qu'on en fait dans ce rapport prismé par l'apiculture, pour aller vers une autre forme d'apiculture encore, plus proche de mes convictions, de mon éthique et de mes convictions. Ouais. Et donc, après ces 20 années finalement de cheminement avec les abeilles,
hein, sur des chemins à la fois techniques, conventionnels et même en agriculture biologique pendant cette année. Quelles ont été tes prises de conscience vraiment particulières, essentielles pour toi, qui t'ont permis de basculer sur un mode de production et d'exploitation de l'abeille, quelque part, vers un mode peut-être plus en harmonie et plus en coopération avec l'abeille? Quelles ont été ces grandes étapes de tes prises de conscience? Ma rencontre avec l'abeille a été sous le signe de l'amour. Voilà. Donc, j'ai été touché finalement par la grâce des abeilles, par son univers, par ses mystères. Et c'était l'amour qui était finalement la clé de cette rencontre. Et pour m'en rapprocher, j'ai adopté le prisme de l'apiculture, et tu as évoqué là le mot exploitation. C'est un mot que je n'aime pas vraiment. Et donc, je n'ai jamais été exploitant agricole. Je suis cotisant solidaire. Et donc, j'étais aussi en incohérence par rapport à ça. Et il y a quelque chose en moi qui me gênait énormément en fait, dans ce rapport à l'abeille. Et donc, dans les prises de conscience que j'ai pu faire, c'était que ce lien par l'apiculture avec l'abeille n'était pas forcément très sain, en adéquation, qu'il fallait peut-être réinventer à mon niveau, en fait, je parle vraiment en mon nom, un modèle de lien avec l'abeille et de pouvoir sublimer leurs offrandes, et pour moi une réduction en fait. Enfin, on parle de production des produits de la ruche, mais pour moi ce sont des offrandes, et notre lien finalement au sacré aussi, au sacré qui est dans les abeilles et qui nous ramène aussi à des prises de conscience beaucoup plus globales et holistiques sur notre lien au vivant. Parce que les abeilles, pour moi, sont en relation avec tout le vivant, tous les différents règnes, que ce soit le règne mycologique, le règne des champignons, dans leur habitat qui est initialement l'arbre, où il y a des relations symbiotiques avec certains champignons. Là, je pense à Myriam Lefebvre, qui a mis en lumière ces interactions et un potentiel aussi de résilience par rapport à tous les virus liés au varroa. Les abeilles sont en lien forcément donc avec les plantes. Comme le disait Socrate ou Platon, dans chaque plante, dans chaque fleur, il y a une médecine, et dans le miel, il y a toutes les médecines. On peut penser aussi à la propolis, qui est pour moi de la gémothérapie, appliquée à l'échelle d'une aire de butinage. Et il y a aussi le lien à l'animal, par rapport à l'urée que les abeilles vont boire, notre urée et l'urée de ruminants. Et il y a aussi un autre règne que j'ai pu, une interaction que j'ai pu observer chez des amis qui produisent de la spiruline. Donc c'est le règne des cyanobactéries, des algues, où les abeilles, j'ai pu observer des abeilles aller collecter de la spiruline. Voilà, donc là finalement, toute cette dimension en fait, d'interaction avec le vivant, de reliance avec le vivant, les abeilles nous l'enseignent, et peut-être aussi comme voie de médecine aussi. On parle de ruche comme étant une unité de production d'un point de vue agricole. Moi, je préfère parler de cathédrale alchimique, voilà, où la ruche serait finalement un alambic, où les abeilles distillent le nectar pour en sublimer dans une quintessence qui est le miel. Voilà. Et donc, depuis que ça fait cette transformation, en fait, entre cette apiculture très intensive que tu expliquais il y a quelques instants et ton approche de maintenant, c'est quoi le rapport que tu as avec tes abeilles, avec le vivant, dans toutes ces interactions que tu as au quotidien avec elles? Comment ça se passe concrètement chez toi et avec les abeilles? Concrètement, chez moi, dans mes pratiques, il y a le lien donc avec ces abeilles, c'est pour le lien à l'altérité avant toute chose. Et c'est changer du prisme, du paradigme en fait, de l'homme comme étant en haut de la pyramide. Donc les abeilles, d'après les dernières découvertes, sont là depuis plus de 700 millions d'années. Si on parle juste d'Homo sapiens sapiens, ça se résume à quelques centaines de milliers d'années. Donc pour moi, ces abeilles sont porteuses de savoir, de connaissances, et il nous appartient en fait de nous mettre en horizontalité, voire même peut-être de nous agenouiller en fait devant elles, voilà, d'être dans un lien peut-être plus d'écoute, plus de sensibilité,
plutôt que d'interactions plus intrusives. Par ces centaines de millions d'années dont elles ont fait l'expérience, après différentes j'allais dire éradication, mais plus différentes problématiques liées à l'environnement, liées à plein de problématiques. Les abeilles ont pu faire face en fait à ces problèmes par une adaptation. Et que là, dans nos pratiques, on n'est pas vraiment dans ce. Il me semble en fait qu'on n'est pas dans ce sens-là. En fait, on est dans des pratiques qui sont instantanéistes pour combler nos attentes, nos besoins. Donc finalement, dans mes pratiques actuelles, je me suis dénudé de ces attentes pour aller vers une authenticité dans ce lien. Donc je n'ai pas d'attente. Oui, donc quand tu parles que tu t'es dénudé, que tu n'as pas d'attente, donc concrètement, qu'est-ce que tu attends des abeilles, des colonies que tu as? Quel est ton rapport que tu as développé maintenant avec elles? Je suis heureux d'aller les voir. Les abeilles produisent du miel. J'ai différents formats de ruches. Globalement, la majorité, pour l'instant, est en ruchette, cicadre, d'Adam. Il y a plein d'autres formats qui me parlent beaucoup, dont je ferai part un peu sur mon actualité prochainement. Mais ce qui me parle le plus, c'est Donc je laisse les abeilles faire du miel. Je le récolte en fin d'année lorsque j'ai énormément de miel sur certaines colonies, ou alors je vais le dispatcher, le rétribuer sur des colonies qui sont plus faibles, entre guillemets, en ressources. Et je vais prélever le miel aussi globalement l'année prochaine, l'année suivante, en fait, au moment de Pâques, comme le faisaient les anciens. En fait, là, j'invente rien, je me suis juste un peu plongé dans l'histoire, et les anciens savaient beaucoup de choses. Et au-delà de ça, il y a aussi, dans ce rapport qu'avaient les anciens, au fond de chaque ferme, ils avaient 3 ou 4 ruches. Ils étaient dans un modèle agricole qui était basé sur la polyculture et le polyélevage. Et là, pour moi, ce qui fait défaut actuellement, c'est qu'on a fait de l'apiculture vraiment un métier, et un métier où tous les œufs sont dans le même panier, et que là, il y a des attentes qui sont très 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 élevées par rapport aux ressources, par rapport au climat qui peut être changeant, par rapport à tous ces facteurs-là. Donc on est dans un intensivisme très poussif qui ne me correspond pas. Voilà. Et finalement, là, moi, dans ce spécifisme lié au métier d'apiculteur, j'ai choisi, et dans mon arborescence un peu singulière, j'ai choisi vraiment de déployer énormément de facettes dans l'apiculture, et j'ai pu voir que ça ne me comblait pas et ça ne répondait pas à mes attentes. Donc finalement, je déploie sous diverses formes, en fait, tout ce que j'aime faire. Voilà. Ce qui est un peu mon côté multifacette. Ouais, et j'avais une question un peu plus peut-être générale avant de passer à des exemples concrets. C'est vraiment en quoi ton approche actuelle est-elle vraiment plus respectueuse qu'avant de l'abeille et du vivant? Puisque tu as connu les deux modèles, le modèle intensif, maintenant un modèle plutôt extensif. Voilà, en quoi donc cette nouvelle approche, ce que j'ai bien compris, elle te correspond beaucoup mieux, mais en quoi, selon toi, elle est plus respectueuse de l'abeille et du vivant? Et est-ce que tu pourrais me donner des exemples concrets dans ta pratique avec les abeilles qui le démontrent quelque part? Ok. Alors concrètement, la notion de respect, pour moi, elle est très, très subjective. Et ce que je fais aujourd'hui, peut-être que je ferai différemment demain, et c'est en perpétuel changement, mutation. Donc, concrètement, j'utilise pas de voile pour aller voir mes amis, pas de masque. Donc il y a déjà ce lien sensible à qu'est-ce qui est juste dans l'instant, vraiment ce rapport à la présence. Lorsque je vais effectuer un prélèvement, je vais sensiblement demander l'autorisation et ce qui est permis ou pas. Donc là, ça vient vraiment bouleverser mon rapport à... Si j'arrive sur un rucher, je vais aller voir chaque ruche, et il y a certaines ruches, en fait, finalement, maintenant, qui ne nécessitent pas forcément une ouverture, une interaction, voire même une approche. Lorsque je prélève du miel, je le fais en moyenne, ça fait
prélève 1 ou 2 kilos par an. Voilà, avec tout le miel rétribué sur les essaims, les essaimages. Donc pour un ex-éleveur de rennes, je laisse maintenant essaimer les abeilles. Je prélève le miel, donc on va dire en conscience, avec une plume. Voilà, j'ai des plumes, j'aime bien les plumes. Je trouve ça assez doux. Ce miel-là, je ne vais pas le centrifuger comme je le faisais auparavant. Je vais voilà, maintenant avec une cuillère en or, prélever, gratter délicatement l'opercule ou le presser pour qu'il y ait le moins d'oxydation possible et le moins d'interaction possible entre, on va dire, l'énergie que je vais déployer pour récolter ce miel. Après, dans ce rapport sensible, pour moi, les abeilles, c'est simple, dans toutes les constructions techniques scientifiques que j'ai pu faire autour d'une quinzaine d'années, je les ai déconstruites pour aller à la quintessence. C'est simple, en fait, notre relation à l'enfant, à l'émerveillement, parce que les abeilles nous amènent vers l'émerveillement. Et aux choses les plus simples, en fait, quels sont les besoins de l'abeille ? Les abeilles ont besoin d'eau, c'est la première des choses. Si on veut prendre soin des abeilles, faut prendre soin de l'eau, ça me semble évident, et si, en développant cette conscience-là, je pense qu'on peut ouvrir de beaux champs de conscience. Après, elles ont besoin de fleurs de qualité, donc le moins intoxiquées possible. Elles ont besoin de fleurs par rapport au pollen et au nectar. Voilà. Elles ont besoin d'un cadre sain. À partir de ce moment-là, voilà, les abeilles ne mangent pas du sucre, même du sucre bio du Brésil. Les abeilles n'ont pas besoin d'antibiotiques. Elles n'ont pas besoin d'acide oxalique, d'acide formique, d'acide lactique. Elles n'ont pas besoin d'intrants, en fait, pour moi. Ça, c'est ma conception. Elles n'ont pas besoin d'insecticides chimiques. Voilà, elles n'ont pas besoin de tout ça. Elles ont... Donc voilà, un peu dans mes pratiques, finalement, tout ce que j'ai pu déconstruire, toutes mes peurs, en fait. Toutes mes peurs liées à mes projections. Et là, finalement, je mets le doigt, en fait, sur la peur de la mort. Avoir des pertes en apiculture, c'est quelque chose qui n'est pas... On peut être jugé comme étant un mauvais apiculteur. Alors finalement, maintenant, je ne m'estime plus vraiment apiculteur, on pourrait dire finalement naturaliste. La mort, pour moi, fait partie de la vie. Ça a été un peu l'apprentissage. Donc j'ai commencé à vraiment ne donner que du miel. Je mettais très peu de sucre à l'époque, mais il y a 4 ans. Et à l'issue de cette année qui était assez faible en ressources, j'avais donné presque 800 kg, 900 kg de miel, entre du tilleul, du châtaignier, du rhododendron, de la bruyère et de l'acacia. Et c'était assez questionnant par rapport à mes collègues qui me disaient que ce miel avait une valeur et que le sucre était moins cher. Donc là, j'y suis allé au bout finalement de cette pratique-là. Et à l'issue de la sortie de l'hiver, au printemps, je suis arrivé à 30% de perte. À l'époque, j'utilisais encore de l'acide oxalique. Et là, je me suis questionné en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'étais dans une grande tristesse. Et en questionnement, finalement, vers le toujours plus, aller vers le mieux et le bien, un peu dans cette vision duelle du bien et du mal, et dans laquelle je me suis un petit peu perdu. Et donc la réponse que j'ai pu trouver, ça a été que la mort faisait partie de la vie, que c'était bien aussi que les abeilles meurent, qu'elles puissent se sélectionner avec toutes ces centaines d'années, ces dernières centaines d'années où l'homme a fait une sélection pour le bien de l'abeille, soi-disant, ou pour le bien de l'homme par rapport à ses productions, ou par rapport à son anthropomorphisme de qu'est-ce que c'est que le bien. Donc là, finalement, voilà, je suis allé jusqu'au bout, j'ai accepté ces morts-là, et finalement, quand une ruche meurt, il y en a d'autres qui essaiment, et puis finalement, là, peut-être qu'en agissant de cette manière-là, on laisse une porte ouverte, en fait, à leur résilience et à leur adaptation. Voilà. Merci Kevin pour cet éclairage sur voilà, cette approche respectueuse des abeilles. Donc, si je peux résumer très rapidement, c'est maintenant donc, que tu abordes des abeilles sans voile, sans protection, avec ce respect voilà, quelque part de leur demander l'autorisation d'être en contact avec elles, de leur prélever du miel,
Donc tu prélèves très peu de miel en fait en fin de saison, on va dire, ou au cours de la saison, pour leur laisser, et tu ne le récoltes que au printemps ou à Pâques de l'année suivante. Voilà, en acceptant les pertes éventuelles, sachant que voilà, tu connais bien les grands sujets de l'apiculture de maintenant, en tout cas intensive, c'est la problématique du nourrissement. Hein, et donc, tu viens de nous parler que finalement, toi, tu n'interviens plus comme avec un nourrissement extérieur, tu leur apportes leur propre miel, en tout cas, tu leur laisses leur propre miel. Et puis, il y a une autre difficulté majeure, hein, c'est aussi la présence de l'acarien varrois. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette approche? Comment tu vois quelle est ta vision en fait de varroa destructor dans les colonies et pour tous les apiculteurs, on va dire, c'est un problème majeur. Quel est ton regard que tu portes sur varroa et quel est le regard que tu portes sur les colonies qui sont en présence de varroa? Alors, varroa, ça fait une quarantaine d'années, si je m'abuse, une trentaine, quarantaine d'années qu'il est apparu, qu'il est venu en France, à la suite voilà, on peut parler de la mondialisation, comme le frelon. Je pourrais aussi parler aussi du frelon, voilà, de notre rapport aussi au frelon. Donc là, il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le varroa est apparu, sachant que les abeilles, dans le pays dont il est, dans le continent dans lequel il est originaire, les abeilles, en fait, vivent dans une relation plus ou moins d'équilibre, en équilibre. On ne va pas parler de symbiose, mais voilà, en équilibre. Les abeilles sont plus ou moins adaptées par rapport à ce varroa. Là, la solution qu'on a choisie, oui, globalement, que les apiculteurs ont choisi, et que l'État aussi a choisi, ça a été en fait de traiter ce varroa d'un point de vue extérieur. Avec le recul, actuellement, ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais laissé faire pour que les abeilles s'adaptent. Il faut savoir qu'une reine, c'est 10 à 15 mâles différents en termes de fécondation. Il y a un brassage génétique qui est énorme. Certes, si on n'avait rien fait, si on avait laissé faire, il y aurait eu des mortalités très importantes, j'imagine, mais il y aurait eu une sélection d'apportée. Les abeilles se seraient adaptées. Ce qui n'est pas le cas. Et pour moi, ce qui nous montre en fait qu'on est un petit peu dans les deux pieds, les mains dans le ciment. Et que là, il est temps peut-être de se remettre en question. Ça, c'est mon point de vue. Donc là, actuellement, je vais jusqu'au bout de cette démarche-là. Et je pense qu'elle peut être assez vaine, parce que donc, le fait de ne pas traiter, alors je ne fais pas plus de traitement, mais là, ce que je fais, je fais des tisanes qui pourraient être empruntées ou liées à la biodynamie. Je travaille avec des champignons, je travaille avec des algues, je travaille avec il y a des minéraux aussi, avec de l'information, avec de l'eau. Voilà. Alors, je pourrais dire que c'est du pipi de chat ou je pisse dans un violon, mais je ne crois pas en fait. Je ne crois vraiment pas. En tous les cas, là, je suis sur un chemin d'expérimentation, d'écoute et de ressenti par rapport à toutes ces interactions possibles dans les différents règnes et toutes les médecines que nous offre en fait la nature. Donc voilà, je suis dans cette approche-là. J'utilise que des produits naturels. Comme ce que je mange, je mets de l'attention sur ce que j'ingère et je mets encore plus d'attention sur ce que je peux offrir aux abeilles. Voilà. Et pour moi, par exemple, mettre de l'acide, sachant que si on prend 4 grammes d'acide oxalique, les reins vont être fortement touchés. Si on utilise de l'acide oxalique en sublimation, c'est un gaz qui inodore, les reins peuvent être touchés. Il faut savoir que si faut quand même mettre un masque à gaz et une combinaison intégrale de chimie, alors qu'en étant en bio, j'ai certaines réticences. Il y a quand même pas mal d'incohérences sur pas mal de milieux. Et j'ai pas envie de gazer mes abeilles, par exemple. Voilà. Mes abeilles, ce ne sont pas mes abeilles. Voilà, c'est les abeilles qui m'accompagnent. Et où je sois, là, par exemple, je suis en Bretagne, je bouge pas mal. Il y a toujours des abeilles et toujours des apiculteurs. Et dans les stages et les ateliers que je donne, je n'ai pas besoin d'avoir mes abeilles, les abeilles sont présentes. Et peut-être je peux rebondir encore peut-être sur le frelon, je ne sais pas. Vas-y, j'avais juste une question, juste pour résumer. En fait, à ce jour, finalement, tu ne traites plus, que ce soit en agriculture biologique ou en conventionnelle, en fait, tes ruches contre varroa, tu les soutiens en quelque sorte par ces fameuses préparations que tu fais et pour lesquelles tu expérimentes leur action sur les colonies.
en acceptant les éventuelles pertes liées à la sélection naturelle. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Et là, Voilà. globalement, Bon. je ne vais pas dire que je suis satisfait, mais avec un œil d'apiculteur, il y a des résultats qui sont, que je trouve trop bons. Après, l'échantillonnage D'accord. est vraiment trop faible. Là, j'ai 200 ruches dont dont je m'occupe. Donc, l'échantillonnage est faible et faut vraiment sortir des statistiques. Mais bon, mon ressenti me pousse à poursuivre. Oui, bah Et tu fais le constat, comme d'autres l'ont fait avant toi, que voilà, arrêter de traiter contre varroa, c'est d'une part, il laisse la possibilité aux abeilles de trouver leurs propres ressources pour trouver un équilibre avec cet acarien. Et d'autre part, traiter systématiquement, bah, ça empêche les abeilles de trouver leurs propres solutions. Et ceux qui ont expérimenté cette approche démontrent qu'en effet, il faut accepter des pertes et qu'une fois ces pertes acceptées, les colonies quelque part, survivent, finalement, ont cette capacité de résilience et à travers leur multiplication, que ce soit par essaimage ou par simple division, quelque part, leur capacité à vivre avec varroa se maintient dans le temps. Et bon, on a quand même beaucoup d'exemples en France et à l'étranger qui le démontrent. j'aimerais rebondir là-dessus. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était peut-être vain en fait, de faire de laisser faire, que je le fais à mon niveau. Parce que, on l'oublie, mais bien sûr, il y a une projection pour moi de l'apiculteur vers les abeilles qu'il soigne. Mais les abeilles sont elles-mêmes aussi intrinsèquement liées ensemble, au-delà d'un rucher. Par exemple, là, je vous parlais de l'Ariège, je connais bien. Donc, l'Ariège est un peu un Éden pour les abeilles, ce qui fait qu'il y a énormément d'apiculteurs. Sous chaque caillou, on pourrait dire qu'il y a un apiculteur en veille. Donc là, il y a une multiplicité aussi de ruchers, une multiplicité sur des territoires qui peuvent être très, très petits, finalement. Dans certaines vallées, il y a plus de 1000 ruches en transhumance. J'ai pratiqué les transhumances dans ces vallées-là. J'ai eu à des moments donnés des rendements vraiment très énormes, malgré ce nombre de ruches. Donc en termes de ressources, lorsque les ressources sont là, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais lorsque les ressources ne sont pas là, ça peut être un peu plus questionnant. Ça a été le cas justement en début d'année aussi, où là je n'avais plus de miel à le redonner aux abeilles, et sur un rucher où il y a eu l'apparition de 200-300 ruches en l'espace de 2 ans, à moins de 2 km de ce rucher-là, sur un rucher de 20 ruches. Les abeilles étaient en disette, en grande disette. Si je ne faisais rien, les abeilles étaient prêtes à mourir. Étaient prêtes à mourir, allaient mourir. Donc là, je me suis questionné sur mes pratiques, sur le fait par exemple d'aller donner du sucre ou de les laisser mourir, parce que j'avais plus de miel. Et finalement, donner du sucre, c'était renoncer à mes pratiques, à mon éthique, et à ce que je pensais bien. À l'issue de ça, j'ai lâché prise, et en sortant du rucher, j'allais me diriger en fait chez Babé, mon ami qui vend des produits apicoles à Foix. Et sur le chemin, j'ai rencontré un ami qui, je lui ai fait part de mon état d'âme, et m'a offert en fait une quarantaine de kilos de miel de châtaignier qu'il avait de ses ruches, et qu'il n'aimait pas le miel de châtaignier, il préfère le miel d'acacia. Donc il me les a offerts. Et un autre ami qui avait perdu 80 ruches du frelon asiatique, et qui avait des cadres remplis de miel, qui me les a offerts aussi. Et là, donc, finalement, j'ai pu redonner du miel aux abeilles, et elles s'en sont très bien tirées. Voilà. Oui, Et je voulais dire, dans l'interaction, je suis parti un peu en arborescence, dans l'interaction, en fait, dans cette non-interventionnisme dans la sélection des reines, et dans le fait de laisser la sélection s'opérer, c'est que, à mon échelle, 200 ruches, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle d'un territoire où il y a des milliers de ruches, c'est peu. Lorsqu'il y a une sélection, lorsqu'il y a des éleveurs de rennes, je peux très bien en parler parce que je l'ai été, il y a des sélections de mâles qui sont opérées, et il y a des saturations en mâles. Et ces mâles-là, vaquent de ruche en ruche, peuvent être acceptés dans différentes ruches et peuvent se déplacer très loin. Et lorsqu'il y a une fécondation, que je laisse les abeilles essaimer, que naturellement, on va dire, et qu'il y a une sélection qui s'opère, ces mâles-là vont être en interaction avec ces reines. Et donc, le processus de sélection va être un peu amoindri par rapport à ça. Donc là, finalement, je me rends compte aussi qu'on est aussi clairement reliés aussi entre apiculteurs dans nos pratiques, et que
si un changement s'opère, il faudrait en fait une prise de conscience globale. Voilà. Oui, Donc j'agis à mon niveau sans responsabiliser non plus les autres. Je suis responsable de mes pratiques et j'agis de manière souveraine à ce niveau. Oui, le sujet que tu abordes est un sujet important, c'est comment partager d'une manière équilibrée et respectueuse un territoire entre toute la faune, la flore qui est présente et puis l'activité humaine, notamment celle des apiculteurs, avec ces abeilles domestiques qui sont apportées par la transhumance parfois d'une manière très très importante et parfois aussi au détriment, selon les époques, des autres insectes pollinisateurs qui ont besoin aussi de ressources et pour lesquels les abeilles domestiques viennent prélever des quantités importantes. Donc, en effet, comme tu le soulignes, il y a une grande interdépendance entre le vivant et les apiculteurs et nous, les hommes, vis-à-vis du vivant et de la nature et comment faire en sorte de partager ces ressources. C'est vrai que c'est un enjeu important. Et tu voulais aborder la question un peu aussi du frelon asiatique. C'est vrai que c'est un sujet aussi qui préoccupe de plus en plus les apiculteurs, notamment en cette période d'automne. C'est quoi ton regard que tu portes sur le frelon et sur la capacité, j'imagine, que les abeilles ont à vivre avec? Je trouve que le frelon, comme les abeilles, en fait, j'aimerais citer Khalil Gibran, les fleurs sont pour les abeilles source de vie, les abeilles sont pour les fleurs messagères d'amour. Donc les abeilles sont des messagères pour moi. Mais tout ce qui nous entoure est messager de quelque chose. Et qu'on a des prismes en fait, qui vont interagir dans notre reliance au vivant, dans notre reliance à ce qui est autour de nous. Le frelon, c'est un mal-aimé. C'est un très mal-aimé. Asiatique, n'en parlons pas. Je ne parle pas non plus des abeilles tueuses, des abeilles africanisées. Voilà. Donc là, j'aime remettre un peu de conscience sur les mots. Par rapport au frelon asiatique, il vient d'Asie, et on a tendance un peu à diaboliser tout ce qui vient d'Asie. Mais là, à mon niveau, dans cette diabolisation, à un moment donné que j'ai pu faire, lorsque j'étais en charge de ces milliers de ruches, il y a des frelons asiatiques qui venaient sur les toits des ruches, je les tuais comme ça. J'ai même transhumé des ruches où il y avait une soixantaine, 80 frelons devant les entrées des ruches. J'y allais tôt le matin, je les posais sur la remorque et lorsque je passais les sangles et que je marchais sur les toits, je piétinais littéralement les frelons. Je mettais des pièges aussi à l'époque. Là, maintenant, la prise de conscience que j'ai pu avoir il y a 2 ans, après une piqûre de scorpion, aussi dans les PO, j'étais en train de récolter les ruches comme ça dans le plus simple appareil, prendre un cadre par-ci, j'étais très zen. Puis il y a un frelon asiatique qui s'est pointé et pouf, je le vois, je l'écrase, je réagis, je suis dans une réaction. Et dans cette réaction-là, je me suis un peu questionné parce que je suis sorti du bio il y a 2 ans pour aller vers un label autoproclamé, on va dire, souverain, l'apiculture belle et consciente. Donc un peu, qui rejoint ton sommet, Vincent, ABC. Donc finalement, là, j'étais là en train de tuer ce frelon et je me suis dit, ah ouais, d'accord, l'apiculture belle et consciente, c'est chouette, hein, mais là c'est un peu dissonant. Et puis donc je chemine, je récolte une autre ruche et il y a un autre frelon et je réagis encore. Donc là, ça me questionne d'autant plus. Et je me suis posé la question, quel était le message de ce frelon? Et donc là, sur la ruche qui suivait, j'étais en tongs, dans les herbes hautes, je me suis fait piquer au niveau du pied, du pouce, sur un méridien de la rate, par ce frelon. Pour moi, les piqûres des abeilles aussi sont une médecine. Je pratique l'apithérapie aussi. Et les frelons aussi sont une médecine. Finalement, tout ce qui nous entoure, pour moi, c'est une médecine. Dans cette piqûre, qui a été très douloureuse, où j'ai dû m'allonger, ça a été assez fort, je me suis questionné sur ces messages-là. Et pour moi, les frelons sont porteurs, d'un point de vue symbolique, les frelons sont un signe de protection. Et j'ai commencé à changer mon regard, changer mes lunettes pour aller voir plus en profondeur. Notre relation aux frelons, qu'on diabolise. Et finalement, c'est juste notre relation à notre responsabilité. Lorsqu'on est devant notre PC ou qu'on fait des commandes sur Amazon ou en Chine, et je n'exclus pas, on participe intrinsèquement à cette mondialisation, on participe, on est responsable.
Et que là, finalement, c'est prendre part, en fait, prendre à cœur notre responsabilité dans cette relation vers ce que l'on n'aime pas. Et aller voir peut-être un peu plus profondément ce qu'on n'aime pas au plus profondément. Et que les abeilles vont s'adapter. J'ai déjà noté, il y a 5 ans de ça, des abeilles qui emballaient des frelons asiatiques, sachant qu'à 42 degrés, il me semble, les frelons meurent. Et 1 degré de plus, les abeilles meurent. C'est sûr qu'en faisant des reines, on n'axe pas nécessairement en fait, cette sélection-là. Voilà, il y a un constat, il y a un état des lieux. Est-ce que l'apiculture, la question qui me pose, c'est est-ce que l'apiculture peut être respectueuse de l'abeille? Est-ce qu'on soutient l'abeille en étant apiculteur? Est-ce qu'on soutient l'abeille en ayant des besoins, des attentes? Notre rapport au miel, la France reste importateur de 30 000 à 40 000 tonnes de miel, si je ne m'abuse. Notre consommation au miel, voilà. Il y a plein de questions, en fait. Et moi, j'estime pas avoir des réponses. Du moins, j'essaie juste d'être en cohérence par rapport à ces questions-là. Et c'est changeant. Voilà. C'est changeant et c'est en mutation. Et c'est la beauté, finalement, de ce chemin. Et on arrive petit à petit à la fin de cet entretien. Et donc, j'avais une ou deux questions, en fait, qui m'interpellent. C'est, voilà, et que je vais poser un petit peu à tous les apiculteurs qui vont participer à cet événement. C'est, selon toi, face aux enjeux en fait actuels auxquels nous sommes tous confrontés, hein, en termes d'environnement, de changement climatique, en tout cas de perturbations dans le climat, comment faire évoluer nos pratiques apicoles actuelles pour aller vers une apiculture plus éthique? Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que tu remets en question finalement presque même l'apiculture professionnelle. Ceux qui veulent vivre de l'apiculture, forcément ont des besoins et des attentes, et donc vont aller dans une certaine direction. Et donc comment orienter ou comment faire en sorte d'orienter nos pratiques, en tout cas pour ceux qui souhaiteraient vivre de l'apiculture et des produits de la ruche, comment concilier tout ça selon toi? C'est une question à laquelle je ne peux pas forcément répondre. Moi clairement, je peux parler que des leviers que je peux actionner à mon niveau, à mon humble niveau. Ouais. Tu peux les rappeler, ces leviers? C'est une responsabilité. Je les ai évoqués en fait en termes de mes pratiques. Voilà, est-ce qu'on peut vivre de l'apiculture? C'est cette question-là qui est sous-jacente, à laquelle moi je me positionne sans attente de production. Sans attente de. Voilà. Donc, dans ce rapport-là, pour moi, il y a une authenticité qui est présente. Et un lien peut-être plus profond lié au respect. Voilà. Et j'ai pas nécessairement de solution, mais voilà, la question fondamentale, est-ce qu'on peut vivre de l'apiculture? Est-ce qu'on peut faire de l'apiculture un métier? Voilà. Et donc toi, tu as fait le choix finalement de diversifier tes activités. Voilà, auparavant, on va dire que tu vivais des produits de la ruche dans le format de l'apiculture que tu as développé pendant des années. Et à présent, dans cette nouvelle approche que tu as, tu n'attends plus d'attente particulière de tes colonies. En quelque sorte, si le cadeau arrive, il est bienvenu. Si le cadeau n'est pas venu, ce n'est pas une source de stress pour toi, sachant que tu développes par ailleurs plein de compétences, plein de ressources dans tout ce qui te passionne dans la vie. C'est bien ça? Non. Non. Oui, mais j'aimerais juste répondre sur le fait, je ne vis pas des abeilles, mais les abeilles me font vivre. Voilà. Et les abeilles sont au cœur en fait, de mes activités arborescentes. Donc, finalement, je fais de la musique, je fais de la peinture, du dessin, je fais des conférences, et en fait, les abeilles sont au cœur de tout ça. Elles sont reliées à tout ce que je fais. Et je fais beaucoup de choses. Et finalement, c'est un peu à leur image, elles sont reliées à tout. Voilà. Et est-ce qu'il y aurait encore un point que tu souhaiterais aborder, ou une question que je n'aurais pas posée, que tu aurais aimé que je pose et pour lequel il te semble important de témoigner? J'aimerais parler finalement peut-être dans cette approche globale, voilà, de ce rapport à l'abeille qui est très réducteur en parlant uniquement de ses produits. Alors j'aime plutôt appeler de ses offrandes parce qu'on parle de produits, mais pour moi c'est des transformations. Si on parle de miel, le miel pour moi c'est une transformation, c'est pas un produit. Le seul et unique produit, si on sort la gelée royale qui est une autre chose,
seul et unique produit des abeilles, c'est ce qui nous relie à elles. C'est la cire. C'est la cire, ou le cire humaine, la cire humaine, le cerf humaine. Donc finalement, pour être en lien avec les abeilles, il y a peut-être cette notion d'être un peu plus sensible à leur écoute, aux messages qu'elles ont à nous dire, de se nettoyer les oreilles. Et de peut-être qu'on fasse notre propre cire aussi. Et bon, j'aurais beaucoup de choses encore à dire. Mais ouais, pour moi, les abeilles ne sont pas des productrices. Elles ne sont pas du tout des productrices, elles ont une fonction bien autre en fait que le miel, que le pollen, que la propolis, que tout ça. Si on parle d'apipuncture ou de traitement de certaines maladies via le venin, il y a des apitoxines présentes dans ce venin. Les abeilles, pour moi, agissent à l'échelle du monde, à l'échelle de la planète, sur les points sur lesquels elles se posent. Donc elles agissent en fait comme des piqûres, où elles vont activer certains points. Donc là, c'est un domaine qui est beaucoup plus vaste. Mais voilà, j'aimerais juste poser ça. Voilà ce regard lié au fait qu'elles soignent le monde par leur présence sur différents points. Mais finalement, les apiculteurs ont aussi cette responsabilité de les placer au bon endroit. Et voilà. Voilà Et donc, pour conclure, c'était une question que j'aurais voulu poser au début, mais finalement, elle arrive à la fin et je trouve qu'elle trouve son sens aussi. Je te remercie déjà beaucoup d'avoir accepté de participer à cet événement que j'ai mis en place en tant qu'organisateur. Et qu'est-ce qui en quoi cet événement il fait sens pour toi et pourquoi avoir accepté et d'avoir répondu favorablement à ma demande de participer à cet événement? Déjà, le titre, Apiculture et conscience, voilà, ça me parle énormément. D'où un peu ma reconversion dans ce label, qui est d'ailleurs libre de droit, ABC, l'apiculture belle et consciente, donc qui a ce rapport à la beauté et à la conscience, à l'émerveillement. C'est des notions qui me parlent énormément, que j'essaie de cultiver chaque journée. Et moi, il me tient à cœur de pouvoir partager finalement cette expérience et je me sens vraiment honoré aussi que tu m'aies contacté, de participer et de contribuer à cet événement qui rentre très fort en résonance avec, au-delà de notre amitié avec mes pratiques. Ouais. Et donc, je vois que il y a marqué label sacré. Donc, il n'y a pas marqué Kevin Perrin comme voilà, on pouvait l'attendre. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous présenter Label Sacré? Donc, c'est ton site internet et quelles sont les activités que tu proposes autour de Label Sacré? Alors, Label Sacré, Kevin Perrin, c'était mon nom d'entreprise avant. Donc, je m'appelais Kevin Perrin, l'entreprise EI Kevin Perrin, que j'ai toujours d'ailleurs. Et j'avais pas trouvé de nom à l'époque. Et finalement, j'ai joué sur l'abeille et la belle et le sacré, notre reliance au sacré. Pour finalement, un peu comme un papillon en émergence, sorti de sa chrysalide. Il m'a fallu en fait une maturation de presque 18 ans pour arriver à ce début sur ce chemin en fait de la beauté, du sacré. Alors qu'est-ce que je propose? Beaucoup de choses, des constructions en zone, en verre, sur des fréquences vibratoires, des formations en géobiologie, en apithérapie, en connaissance, en partage de mes connaissances sur comment accueillir des ruches, de quelle manière, qu'est-ce qu'on peut faire pour les abeilles, des partages au niveau de mon parcours, au niveau de mes prises de conscience, des soins aussi. Donc je propose différents types de soins liés à la sonothérapie, aux huiles essentielles, aux onctions, aux massages, aux acupressions, à énormément de choses en fait. Voilà. Donc, tout ce que je propose un peu partout, bientôt en Europe, là. En Belgique bientôt, en Suisse, en Portugal, en Angleterre, voilà, Israël aussi en début d'année prochaine. Voilà un peu ce que je propose.
Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu trop à ta question. Oui, bah, c'est juste, c'est juste pour nos auditeurs, ceux qui écouteront cette vidéo, qui puissent bah, se rapprocher de toi s'ils sont intéressés, s'ils ont été touchés par ton message, ton approche. Voilà, sachant que dans cet événement, vraiment l'idée sous-jacente, c'est de ne pas avoir d'a priori, de parti pris sur toutes les approches que les apiculteurs ou que les non-apiculteurs peuvent avoir dans leur relation avec l'abeille. Et j'ai à cœur vraiment de partager cette vision très large, sans parti pris, et que chacun puisse y trouver, s'il le souhaite, des interlocuteurs vers qui se rapprocher. Et c'est un petit peu l'objectif de cet événement, de passer de l'exploitation du vivant et de l'abeille en particulier à une meilleure écoute, une meilleure coopération avec le vivant et avec l'abeille en particulier. Et donc, pour conclure, je te remercie sincèrement, Kevin, d'avoir partager ce moment avec nous tous, là, les auditeurs et moi-même. Et puis, je te dis à très bientôt. Bon courage pour la continuité de tes activités. Et puis, à très bientôt de partager ensemble à nouveau. Au revoir, Kevin. Merci Vincent, et à la joie de se retrouver.